Alors, quelle est selon toi la plus grosse fausse croyance qu'on a vis-à-vis de la perte de poids? C'est le fait que perdre du poids, c'est juste bouger plus et manger moins. Okay. Ça, c'est vrai, mais seulement si tu vis dans un laboratoire. Si toi, Kevin, je te mets dans un laboratoire et je te dis tu manges moins et tu bouges plus, tu vas perdre de poids. Par contre, on ne vit pas dans un laboratoire. On vit dans un environnement qui est très complexe, un environnement obésogène, où tout va être mis en place pour toi, que tu bouges moins et que tu manges plus. Et ça va vachement influencer ton comportement, et notamment ton comportement alimentaire. Je me rappelle d'un patient qui m'avait dit « Ma vie, c'est que des obligations et des devoirs ». À partir de ce moment-là, tu dis que le soir, son alimentation, la relation qu'il a avec son alimentation, bien sûr qu'elle est capitale dans sa vie. L'erreur numéro 1 quand on essaye de perdre du poids, c'est de confondre l'intensité de tes actions à l'intensité de tes engagements. Le corps, il s'adapte aux choses qu'on fait régulièrement. À quoi bon créer des articulations plus fortes s'il l'utilise une fois par semaine? En termes de santé, il y a une vraie différence. Plus tu as de friction dans la pratique de ton sport, plus ta volonté elle va commencer à dire « bon écoute, non, pas cette fois, c'est trop compliqué ». En vrai, ce n'est pas du tout cette équation-là qui compte dans la réussite d'une perte de poids. Parce que derrière, encore une fois, il y a la différence entre le laboratoire et la réussite d'une perte de poids maintenue et durable, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce que tu pourrais te présenter, Jérôme, pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, GG, J-E-J-E, je suis kiné et j'ai un diplôme universitaire en nutrition. J'ai été aussi pendant 4 ans kiné de l'équipe de France de boxe anglaise. Et puis avec Raph, qui est kiné ostéo, on a monté une chaîne YouTube, un média, dans l'objectif d'améliorer la santé des plus de 50 ans. Parce que, mine de rien, on est passionné du corps humain, on est passionné du fait d'aider des gens, on aime vraiment les gens, on veut les aider et on a de l'ambition, en tout cas de manière collective, de les aider et donc on donne tout ce qu'on a pour essayer de participer à améliorer leur santé. Et sur ce média-là, on invite aussi des experts, pour parler de plein de sujets et notamment la nutrition, on t'a reçu il n'y a pas si longtemps sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, je mettrai en ressources la chaîne, mais c'est GG et Raph. Et du coup, c'est vrai que vous avez une très belle chaîne YouTube qui fait venir des experts de plein de domaines différents, avec vraiment à chaque fois une vision très large. Donc c'est ce qui est quand même très intéressant. Il n'y a pas que de la nutrition, il y a vraiment plein de choses qui sont ultra pertinentes et ultra intéressantes. Ouais. C'est très gentil. D'ailleurs, je crois que récemment, tu es passé sur Forbes, non? Oui, c'est ça. En fait, on a eu la chance, notre média a été récompensé par Forbes en 2024. Okay. On était dans une liste de 30 personnes avec un média d'influence. Et donc, on était très contents. C'était une très belle surprise. Et c'est le but. C'est un média d'influence. Ça veut dire que on vient influencer le comportement des gens. Et on vient essayer de les aider à améliorer leur santé. Et c'est le plus important. Ouais. Ouais, mais c'est une belle récompense, mine de rien. Parce que Forbes, c'est pas... Exactement. Et puis là, on est là aujourd'hui pour apporter de la valeur aux gens, pour les aider aussi à perdre du poids et aussi à comprendre et à démêler un petit peu le vrai du faux dans tout ça. Ouais. Alors justement, en parlant de ça, on va parler tout au long de la vidéo finalement un petit peu de toi, de par ta pratique. On va orienter un petit peu la vidéo sous l'angle de la perte de poids, sous l'angle de l'activité physique, du sport. Pour toi, finalement, quelle est l'erreur numéro 1 que les gens vont faire quand ils essayent d'entamer une perte de poids? L'erreur numéro 1 quand on essaye de perdre du poids, c'est de confondre l'intensité de tes actions à l'intensité de tes engagements. Je m'explique. J'ai été kiné de l'équipe de France de boxe anglaise et je voyais beaucoup d'athlètes qui lorsqu'ils participaient à une compétition, la boxe anglaise c'était un sport à catégorie de poids. Donc c'est-à-dire que tu dois descendre ton poids pour arriver et participer à cette compétition. Et cette descente de poids, tu dois mettre de l'intensité dans tes actions. Tu vas te priver en nourriture, tu vas faire beaucoup de sport. Ces athlètes-là, ils vont perdre beaucoup d'eau, un petit peu de graisse et beaucoup de muscles. Mais derrière, ce sont des athlètes professionnels, ils sont là pour atteindre le poids et pour participer à la compétition. Moi, ça ne me dérange pas. Ce sont des athlètes. Ils savent ce qu'ils font. Par contre, moi, ce qui me gêne plus, c'est les patients qui viennent me voir en clinique et qui ont la même attitude. Ils vont se dire, mais écoute, GG, je suis prêt à tout, vraiment à tout, pour perdre du poids. Je suis prêt à sacrifier mes amis, je suis prêt à manger la soupe aux choux pendant 20 semaines, il n'y a aucun souci, et je suis prêt à faire 10 heures de sport par semaine alors que j'en faisais pas. En fait, je sais très bien qu'ils vont aller droit au mur, ces personnes-là. Parce que ils commencent un marathon en faisant un sprint. Et ça, forcément, tu vas te planter. Parce qu'ils confondent et ils mettent trop d'intensité dans leur action. Et moi, ce que je conseille à ces gens-là, c'est de dire, mais
à la place de faire ça, mettez de l'intensité dans vos engagements. Faites des choses simples. Par contre, il faut que ce soit durable. Essayez d'aller marcher un peu plus. Essayez d'avoir 2-3 objectifs que vous tenez dans le temps. Des changements de comportement que vous tenez dans le temps. Parce que changer du tout, ça ne fonctionne pas. Mais changer 2-3 points et essayer d'être régulier, c'est super important. Ce que je dis souvent, c'est qu'il vaut mieux être constamment fiable qu'être occasionnellement extraordinaire. C'est une belle image. Ouais, t'as résumé le truc, hein, clairement. Hein, ouais. Et moi, dans mes patients, c'est plutôt l'inverse. C'est les gens qui ils ont la volonté de foncer, ils ont envie de faire, ils ont envie de perdre ce poids-là. Parce que c'est quelque chose qui leur coûte, c'est une souffrance qu'ils peuvent ressentir. Et c'est pour ça qu'ils confondent en fait le fait de mettre de l'intensité dans leur action à la place de mettre plutôt une régularité. Ouais, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est que ce que tu décris au début, c'est très vrai. Hein. On voit souvent des patients qui vont te dire « En fait, je suis prêt à remettre en cause toute mon hygiène de vie, mais finalement, à court terme, pas sur du long terme. » Moi, souvent, des fois, ça m'arrive, j'ai un peu la même problématique des fois avec toi vis-à-vis de certains patients, et je leur dis « Mais vous voyez, du coup, finalement, manger de la soupe aux choux toute votre vie, ne plus voir vos amis, est-ce que c'est une vie? Est-ce que vous voulez cette vie ?» Puis en fait, tout le monde te répond « Bah non, en fait, ça n'a pas de sens. Je serais prêt à le faire pendant un certain temps, mais finalement, c'est... au prix, en fait, les efforts qu'ils vont mettre en place pour perdre le poids vont être annulés complètement une fois qu'ils auront repris leurs vieilles habitudes. Ce qu'il faut remettre en cause, c'est les habitudes de vie au sens large, le faire sur du long terme. Donc finalement, chaque nouvelle habitude qu'on prend, c'est l'idée de se dire, ok, cette nouvelle habitude que je vais mettre en place, est-ce que je peux la maintenir toute ma vie? Est-ce que c'est tenable? Ouais, si c'est tenable, la réponse est oui. Par contre, effectivement, comme tu dis, courir un sprint en début de marathon, généralement, on va pas très loin. Je pense que c'est ça qui est important aussi à garder en tête, ce sont de petits changements, mais sur du long terme, plutôt que de gros changements à court terme. J'ai une question. Est-ce que toi, ces patients-là, c'est ceux qui réussissent, ceux qui mettent de l'intensité dans leur action? Est-ce que ceux qui ont le plus de volonté de vouloir s'en sortir, est-ce que c'est ceux qui ont le meilleur résultat? Qu'est-ce que tu vois par rapport à tout ça? Alors, en fait, tu as un peu deux profils. On va dire, d'un point de vue probabilité, ceux qui sont les plus motivés au départ et qui vont faire le plus de choses, si tu leur fais pas réfléchir sur le fait qu'il y a trop, finalement, de choses à modifier et qu'ils veulent trop modifier de choses en même temps, tu sais qu'ils vont droit dans le mur. Et en fait, c'est des personnes qui vont, pendant 1 ou 2 mois, ça marche très bien, puis après, en fait, ils s'essoufflent. Et en fait, souvent, ça marche pas. Tu as quand même un tout petit pourcentage de gens qui ont cette capacité, finalement, à se dire c'est comme ça, et ils réfléchissent même pas, et pour eux, c'est OK. Mais c'est quand même un petit pourcentage de profils, et en fait, finalement, souvent, c'est pas la bonne manière de faire. Il existe toujours des guerriers fous. Voilà, non, mais alors ça existe, on est d'accord. Ouais. Il en existe toujours. Ouais. Mais sauf que quand on prend en effet les probabilités, moi je te rejoins complètement, ben, la masse, c'est pas ceux-là qui réussissent. Ouais, je suis bien d'accord. Alors, selon toi, vu quand même c'est ton métier, l'activité physique et le sport, c'est quoi le meilleur sport finalement qu'on pourrait mettre en place dans l'idée de perdre du poids durablement? C'est vraiment ça sur quoi on va insister. Alors, ce qui est très compliqué, c'est que si j'étais plus jeune, je t'aurais répondu un sport qui te fait plaisir. Parce que le plaisir, on va dire que ça va être la pierre angulaire qui va permettre de faire ton sport de manière régulière. Par contre, pour l'instant, je vais te répondre que c'est un petit peu faux et je vais t'expliquer pourquoi. Toi, si demain, tu vas commencer à jouer de la guitare, tu vas commencer à apprendre, tu veux apprendre ce beau morceau qui t'a toujours fait rêver, tu vas commencer à jouer, et ben, tu vas te rendre compte qu'au début, en fait, c'est dur, tu n'as pas de plaisir, ça fait mal aux doigts d'appuyer sur les cordes. Et puis, au bout de 2 semaines, tu vas commencer à faire quelques accords, mais le plaisir, le véritable plaisir de jouer un morceau, mais il va venir au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ce temps-là d'apprentissage-là, est-ce que tu as vraiment du plaisir? Pas forcément. Et pour le sport, c'est pareil. Le sport, quand tu commences un sport, des fois, tu as plus de plaisir quand tu t'affales sur le canapé à la fin de ta séance, plutôt que pendant. Et donc, ce que je peux conseiller, moi, à mes patients, c'est de se dire que il vaut mieux se donner un temps où on pratique ce sport, et puis au bout de 2-3 mois, et là on se pose la question, est-ce que j'ai réussi à ressentir un petit peu de plaisir pendant mon sport? Est-ce que j'ai ressenti ces petites choses-là? Et à partir du moment où je commence à sentir ces choses-là, oui, alors je peux le continuer. Mais par contre, si je ne l'ai pas senti, peut-être que je peux changer de sport. Je ne suis pas marié à mon sport, et je ne suis pas du tout marié à mon sport. Par contre, il faut se laisser ce temps-là d'apprentissage pour dire, ok, mon corps il commence à s'habituer. Est-ce que je commence à avoir des hormones qui me font de plus en plus plaisir, qui me donnent envie d'aller faire du sport? Deuxième chose que je peux dire sur ce sujet-là, c'est aussi le fait d'avoir un sport qui est plutôt proche de chez toi. Je te cite un autre exemple.
Si toi, tu as un sport demain qui te fait extrêmement plaisir, par contre, il est à 40 minutes de route de chez toi, ou sinon, tu as un sport qui te fait un peu moins plaisir, mais qui est juste en bas de chez toi, lequel des deux, tu vas être le plus régulier dans ta pratique? Ah, il n'y a pas photo. Si j'ai 40 minutes, même si ça me fait ultra plaisir, il y a fort à parier que les moindres petits couacs de la vie de tous les jours vont faire en sorte que je vais rogner sur ce temps-là pour me dégager du temps pour répondre en fait à toutes les sollicitations qu'on a de la vie courante. Exactement, parce que plus tu as de friction dans la pratique de ton sport, plus ta volonté elle va commencer à dire bon bah écoute non pas cette fois c'est trop compliqué même si j'ai ma belle cerise sur le gâteau qui m'attend, en fait l'effort et la friction pour y aller va être trop importante et tu risques de ne pas le pratiquer. Donc moi, je conseille d'avoir une proximité avec son sport dans son lieu de travail, dans son lieu d'habitation, parce que ça permet vraiment de, encore une fois, avoir une pratique régulière. Et on revient sur ça. Le plus important, c'est la pratique régulière du sport qui paye et pas forcément le fait d'en faire une fois de temps en temps quand on a envie. Donc tu privilégies plutôt finalement, si on résume, un sport qu'on peut faire soit à la maison, soit au bureau. Parce que finalement, c'est des choses qui sont à côté de nous. Il y a pas de, ou à côté, exactement. Il n'y a pas de contrainte finalement à aller faire le sport. Ouais. Et surtout, tu t'insistes aussi beaucoup sur le fait d'être régulier, vraiment, d'avoir une régularité, quitte à faire de petits volumes, c'est-à-dire des séances courtes, mais très régulièrement, plutôt que de faire une grosse séance par semaine. Ah ouais, largement. En fait, la régularité dans la pratique, 2-3 fois par semaine, c'est sous-coté pour moi. Et même quand c'est des petits temps, hein. C'est-à-dire que je préfère largement que la personne elle me dise je fais 10 minutes tous les jours que quelqu'un qui va me dire je suis un coureur du dimanche, je fais 1h30 de course à pied le dimanche. Pour plein de raisons que je peux expliquer, c'est de se dire que déjà, le corps il s'adapte aux choses qu'on fait régulièrement. Et donc, si on fait quelque chose régulièrement, il va s'adapter et il va commencer à comprendre « Ah tiens, mes genoux, je comprends que je cours, donc il faut que je le renforce. Ah, il me fait solliciter mon cœur régulièrement, donc il faut que je le renforce, il faut que ce soit plus fort. » Alors que si on fait juste une fois par semaine, on va avoir que des pics d'activité. Et donc, le corps, il va se dire « Ah, mais tu viens faire une nouvelle activité, donc il faut que je renforce, mais le reste de la semaine, tu es en sous-sollicitation au niveau de ton corps. » Et donc, il se dit « En fait, je ne vais pas le rendre plus fort parce que derrière, il ne l'utilise pas. » Donc, à quoi bon de créer des articulations plus fortes s'il l'utilise une fois par semaine? Il n'y a pas besoin. Okay. Et donc, on a plus de chances de se blesser. Et puis derrière, au niveau des effets aussi en termes de santé, il y a une vraie différence. On préfère l'activité régulière à, encore une fois, l'intensité. On revient encore une fois sur l'intensité. On ne va pas se brosser les dents pendant 4 heures le week-end. Il vaut mieux se brosser les dents tous les jours. C'est un bon exemple, ça. C'est vrai. Et c'est de se dire que c'est pareil pour l'activité physique. On nettoie son corps, on nettoie ses articulations, on nettoie ses vaisseaux sanguins quotidiennement et on ne le nettoie pas que le dimanche. Ok. Donc ça, c'est un truc quand même qui change la donne, hein, parce que, tu vois, même moi, dans ma pratique, je me dis, tant mieux si on met en place, même ne serait-ce qu'une fois par semaine, mais finalement, ce temps alloué une fois par semaine, il vaudrait mieux le subdiviser en petits temps dans la semaine et être beaucoup plus régulier que finalement, comme tu dis, dans l'idée que le corps s'adapte. Finalement, effectivement, ça fait assez sens de se dire, l'analogie que tu fais, elle est très bonne. Je me brosse pas les dents 4 heures pour me dire, en fait, je me suis brossé les dents toute la semaine. Ouais. Ça n'a pas de sens. Tu te brosses les dents tous les jours parce que, du coup, il faut un truc régulier. Il faut éviter les grosses pics d'activité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le corps, en fait, il est bon dans ce qu'il pratique régulièrement. Ouais, c'est ça. Et s'il ne le pratique pas régulièrement, il n'arrive pas à devenir bon. Ouais. Et du coup, on a plus de chances de se faire mal. Et c'est pour ça que pratiquer quelque chose de petit, des petites durées, des petites séances, c'est largement mieux que dire je commence tout de suite fort, puissant et il faut laisser le temps aussi au corps, cette progression qui est importante. Ok. Et alors, en type de sport, du coup, qu'est-ce que tu privilégies? Tu es plutôt dans le sport, on va dire, tu te dis, est-ce qu'il faut un peu de tout? Ou est-ce qu'il faut plutôt de l'endurance? Ou est-ce qu'il faut plutôt du HIIT? Quoi, tu vois, tu as un peu les antipodes, tu as différentes écoles qui s'affrontent. T'en penses quoi, toi? Alors, moi, je suis gourmand. En fait, j'avoue que je suis gourmand. Dans un monde idéal, endurance, renforcement musculaire, parce que quand tu pratiques une perte de poids, tu as une perte de masse musculaire. Et donc, comment lutter contre cette perte de masse musculaire? C'est en faisant de la musculation. Au niveau cardio, c'est très intéressant aussi pour consommer. Au niveau HIIT, moi, je ne le conseillerais pas. Okay. Je ne le conseillerais pas, même si au niveau des articles scientifiques, c'est le plus recommandé et le mieux pour perdre du poids.
Ok. C'est le mieux pour perdre du poids, mais encore une fois, dans un laboratoire. Ouais. C'est-à-dire que si tu suis un programme avec des gens qui te disent tu viens à telle heure, c'est les tests, et tu vas faire du HIIT, tu fais du HIIT par rapport à n'importe quel autre sport, tu vas perdre plus de poids, entre guillemets, hein, tu vas perdre plus rapidement du poids que d'autres sports. Par contre, le HIIT, pour expliquer ce que c'est des intervalles d'entraînement avec du 30-30 où on fait 30 secondes d'exercice assez intense, 30 secondes de pause. Puis c'est 30 secondes intenses, c'est même 30 secondes à fond en règle Ouais, générale. c'est 30 secondes à fond. Le but, c'est d'être en souffrance quand même. Ouais. Et c'est de se dire que, en fait, le HIIT, encore une fois, la perception du corps qui souffre quand on n'a pas l'habitude de faire du sport, elle n'est pas facile parce qu'elle démotive. Ce qu'il faut, c'est sentir au début que c'est facile, sentir que c'est agréable pour pouvoir le recommencer. Parce que, encore une fois, le but, c'est pas de le faire en one shot, c'est de le faire toute sa vie. Est-ce que tu te vois faire du HIIT toute ta vie avec de l'intensité très forte, très forte? Si tu me dis oui tout de suite, ben je signe, fais-le. Ouais. Par contre, vaut mieux commencer quelque chose de plus doux, où on sent que c'est plus facile, on sent que derrière, on a envie d'y retourner. Parce que derrière aussi, si tout de suite c'est très difficile, si tout de suite on souffre dès les 3-4 premières séances, ben derrière la motivation, elle va retenir plutôt l'effet souffrance plutôt que l'effet bien-être qu'on va ressentir. Donc, surtout quand on débute et qu'on veut perdre du poids, on commence par un sport qui est plus raisonnable en termes cardio, quelque chose qui est plus doux. Et ensuite, on va passer des paliers en augmentant la difficulté. Mais on a le temps de passer ces paliers-là. On n'a pas besoin de se précipiter en faisant du HIIT. Donc vraiment, le nerf de la guerre, c'est régularité et, on va dire, progressivité et aussi facilité. Ouais, C'est exactement. un peu les trois mots-clés qui reviennent de ce que tu me décris là. Exactement. C'est quand même assez important de faire quelque chose qui potentiellement est facile à faire, où on est régulier et qu'on envisage de le faire quand même sur du long terme. Si subjectivement, tu sens que ta séance, elle était très dure et que tu n'as pas l'habitude de faire des séances très dures, Ouais. bah dans ta tête, tu vas te dire « putain, c'était dur Ouais. Putain, c'était dur. Et je vais me Putain, c'était dur. » Et je vais me raccrocher à cette difficulté finalement. Et tu vas te raccrocher à cette difficulté la prochaine fois que tu vas faire du sport. Et c'est juste que quand tu commences avec quelque chose de très dur au niveau du ressenti, bah, ta tête, elle va pas avoir les effets bénéfiques de tout de suite avoir les hormones et tout le bien-être. Et tu vas voir ça un petit peu plus comme une contrainte. Ouais. Et c'est de se dire que si tu commences à l'inverse sur « Ah, j'ai fait ma séance de 10 minutes, bah, j'ai trouvé que c'était plutôt facile. C'était plutôt agréable, là, j'étais dehors, j'ai couru un petit peu. Et 10 minutes, bah, ça s'est bien passé. Bah, ça me donne envie de refaire mes 10 minutes demain ou après-demain. Ouais. Et je le redoute pas. Et ben en fait, là, la régularité va être beaucoup plus intéressante. Mais tu vois, tu as souvent l'idée, moi le premier, hein, de se dire 10 minutes, est-ce que ça fait vraiment la différence? Tu vois, on a tous cette mauvaise habitude, je pense, de se dire t'as l'impression en fait que 10 minutes c'est futile, c'est comme pisser dans un avion, ça sert à rien, et qu'en fait finalement tu vas pas en voir les gains. Alors que non, en fait, en réalité, ça va être vraiment ultra important de faire ces 10 minutes, et que ça va avoir des effets nets en plus. Au niveau motivation, quand tu fais pas de sport, ça aura des gains qui vont être très importants. Et au niveau articulation, ça va être aussi très important parce que ton corps, souvent, il n'est pas habitué. C'est un débutant. Et du coup, au niveau des articulations, il faut respecter cette progressivité. Et souvent, ce que je dis, c'est qu'au début, quand on fait du sport, on ne court pas pour soi, on court pour ses articulations. On ne fait pas du sport pour soi, on fait du sport pour ses articulations. Ouais. On essaie de dire, je mets une contrainte au niveau de mon corps, le temps qu'il s'adapte, pour ensuite faire peut-être du sport un peu plus intense, avec des durées un peu plus intenses. Et l'erreur qu'on retrouve tout le temps chez les débutants qui souhaitent perdre du poids et qui se mettent à la course à pied, c'est de se dire, je viens tout de suite courir 1 heure. Mais sauf que ça, tu vas droit dans le mur. Parce que tes articulations, ton corps n'est pas habitué à courir. Il est bon dans ce qu'il fait régulièrement. Et à chaque fois, 6 mois d'arrêt, on retombe à 0. Si on n'est pas régulier, on retombe à 0. Et c'est de se dire qu'au début, vaut mieux courir pour ses articulations et ne pas se blesser parce qu'on sait que ça va être plus durable. Alors que si on commence à 1 heure, peut-être que les 2-3 premiers mois, ça peut très bien se passer. Mais encore une fois, c'est jouer avec le feu. Et souvent, moi, des patients que je peux voir en consultation, c'est que tu as des patients où ça passe, très bien. Mais par contre, forcément, à un moment donné, en plus, c'est des patients qui vont pousser encore plus le curseur plus loin. Et au bout d'un moment, ils vont se faire mal, ils vont arrêter l'activité. Et du coup, il y a plus de risques qu'ils arrêtent le sport parce qu'ils se sont blessés. Si on veut perdre du poids, il faut une bonne progressivité au niveau de son activité physique. Il ne faut pas partir sur des choses trop intenses pour ne pas être dégoûté, déjà, pour respecter ses articulations et la progression de ses articulations,
et pour privilégier la régularité à l'intensité. Ok, ouais, donc c'est exactement ce que tu disais au début, mettre plutôt un gage mettre toute sa motivation dans l'engagement plutôt que dans l'intensité. Ouais, exactement. C'est plus intéressant. Alors, une question qui revient quand même assez souvent, et même moi des fois j'ai du mal un petit peu à répondre, c'est finalement est-ce que c'est dangereux de courir quand on est en surpoids? Et du coup, toi, qu'est-ce que tu recommandes si quelqu'un qui a un embonpoint voudrait se remettre à la course à pied? Comment il doit le faire finalement pour que ce soit finalement progressif, sain, et pas qu'il risque de se blesser et de se faire mal? Alors, je vais tout de suite casser un mythe. Ouais. La course à pied n'est pas mauvaise pour les personnes en situation d'obésité ou en surpoids. Les gens, ils considèrent que le corps humain, c'est comme une voiture. Ça s'use comme une voiture. C'est un modèle mécanique. C'est-à-dire que tu vas utiliser ta voiture, tu vas user tes freins, tu vas user tes pneus, tu vas user ton moteur, tu vas user tes essuie-glaces. Ouais. Mais sauf que le corps humain n'est pas une voiture. En fait, on a remarqué que au niveau du corps humain, ça fonctionnait plus de manière biologique. C'est plutôt biologique. C'est-à-dire, je vais te citer des études pour qu'on puisse s'en rendre compte. C'est tout d'abord l'étude de Bellavy. Bellavy, c'est un chercheur en 2017 qui a étudié 3 groupes différents. Un groupe qui était sédentaire, un groupe qui courait 30 km par semaine et un groupe qui courait 50 km par semaine. Et il a étudié les disques intervertébraux. Les disques intervertébraux, c'est les petits amortis qu'on a au niveau du dos. Et quand on court, on va utiliser ces amortis. Si on partait sur un modèle mécanique, eh ben, plus on va courir, plus on va user nos disques, et plus on aura, on va dire, un disque qui est vieilli. Ouais. Et pour mesurer un petit peu ce vieillissement, le chercheur a utilisé les glycoaminoglycans, ces petites molécules qui vont montrer un petit peu la quantité d'eau que tu as dans le disque. Et moins il y a d'hydratation au niveau du disque, plus ton disque est vieux, et plus ton disque est abîmé. Et donc, il a remarqué, sur ces glycoaminoglycans, que plus tu courais, entre 30 et 50 km, plus tu avais d'hydratation au niveau du disque. Donc, tu avais une santé discale qui était meilleure. Et donc, les sédentaires par rapport à ceux qui couraient, il y avait quelque chose qui montrait une courbe qui montait. On avait une meilleure hydratation du disque. Et ça va complètement à l'encontre du fait que le dos, que le corps, est un modèle mécanique. Deuxième chose, il y a un deuxième article qui est sorti en 2017. Je prends l'exemple de la course à pied, mais je peux prendre l'exemple de plein d'autres études. En 2017, il y a le JOSPT, Journal Orthopedic of Sport and Physiotherapy. C'est compliqué quand même. Ils ont étudié 100 000 personnes et ils ont étudié la prévalence de l'arthrose. Qu'est-ce que c'est la prévalence? C'est qu'ils vont regarder à un moment T l'arthrose que tu peux avoir au niveau du genou et au niveau de la hanche, avec plein de facteurs. Et ils ont regardé surtout le facteur de la course à pied. Donc ils ont pris un groupe sédentaire, un groupe qui courait de manière récréative et un troisième groupe qui courait de manière professionnelle. C'était des professionnels, c'était des athlètes olympiques. Des élites. Des élites. Et ils ont remarqué que les sédentaires avaient 10,5% d'arthrose et ont tombé au niveau de la hanche et du genou, au niveau de l'arthrose, à 3,5% chez les coureurs récréatifs. Et ensuite, derrière, ça a réaugmenté pour les athlètes professionnels. Et donc, on voit bien qu'il y a une courbe en U qui se forme. Et donc, ça veut bien dire, encore une fois, que c'est plutôt un modèle biologique que mécanique. Parce qu'encore une fois, on n'abîme pas ses articulations en courant. On a un modèle qui vient plutôt protéger ses articulations en courant, ce qui est bizarre. Je vais continuer mon argument, mais avant, je vais te dire que culturellement, c'est très facile de dire que quand je viens faire de la musculation, quand je viens soulever des poids, mon muscle il va grossir, il va se renforcer, il va devenir plus fort. Mais on a plus de mal à se dire que si je viens courir, mon articulation va se renforcer, mon hydratation va être meilleure, mon cartilage va être un petit peu plus épais pour résister à cette contrainte. Pour revenir sur ce modèle biomécanique, on va dire, est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est un modèle biologique? Je vais te citer l'exemple des astronautes. L'astronome Thomas Pesquet, il est allé dans l'espace, il est revenu. Quand il est allé dans l'espace, il n'a aucune contrainte, il a 0 contrainte au niveau de la pesanteur. C'est le contraire de la course à pied. Ouais. Tu devrais te dire, lui, quand il rentre en France, ses articulations, il doit être nickel, il doit être super. Elles n'ont pas été sollicitées. Elles n'ont pas été sollicitées, ouais. Il doit être nickel. Pas du tout. On a remarqué qu'ils avaient une prévalence, une augmentation drastique du nombre d'hernies discales au niveau du dos. Ils avaient une diminution de la densité osseuse qui était très importante. Et ils avaient
voilà, de l'ostéoporose et une dégradation au niveau articulaire aussi importante. Ouais. Et c'est de se dire que le corps, il a besoin de contraintes pour être en forme. Il a besoin de contraintes pour se renforcer et pour sentir qu'il est fort. Parce que il résonne comme ça. Notre corps résonne comme ça. Si tu n'utilises pas tes articulations, ben moi, je vais mettre de l'énergie ailleurs. Le corps, il se dit, ben en fait, à quoi bon avoir des genoux forts? À quoi bon avoir un dos qui est puissant? À quoi bon avoir des gros bras si tu ne l'utilises pas? Moi, je vais utiliser mon énergie ailleurs. Je vais utiliser mon énergie pour stocker au cas où s'il y a une famine, etc. Mais je ne vais pas l'utiliser pour renforcer, pour muscler et pour solidifier mon tendon. Donc ça, déjà, c'est sur le modèle plutôt mécanique biologique. Ensuite, les études ont bien montré que courir en situation d'obésité ou en surpoids, il n'y a aucun souci, il n'y a pas plus de blessures, il n'y a pas plus de problématiques chez les coureurs avec un poids qui est considéré plus avec un IMC dans une certaine norme. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est d'être plus progressif, plus doux, en tout cas au début de l'activité. Et pour citer un exemple, nous, on a mis plus de 300 personnes en situation d'obésité ou de surpoids à la course à pied, et ces personnes-là, ils commencent à courir juste 2-3 minutes, pas plus. Vraiment, c'est quelque chose de très doux. Parce que derrière, on a besoin d'avoir cette progression, encore une fois, on court pour ses articulations, on ne court pas pour soi. Pour revenir une dernière fois sur ce modèle biologique, c'est que les personnes en situation d'obésité, par exemple, on a remarqué qu'ils avaient plus de problèmes au niveau de l'arthrose. Ils avaient plus d'arthrose au niveau des mains. Okay. C'est quand même plutôt étrange de se dire qu'ils ont de l'arthrose au niveau des mains, sachant qu'on ne marche pas sur les mains. Donc, si c'était mécanique, ben on appuie au niveau du contact des mains et on a de l'arthrose. Ça peut être quelque chose qui peut être... on peut avoir cette explication-là. Ouais. Alors que là, pas du tout. On a remarqué que la matière grasse, tout ce qui va être le tissu adipeux, va amener des molécules inflammatoires qui peuvent provoquer une inflammation et une dégradation de l'articulation au niveau notamment des mains et des genoux. Ok. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'en biologie, il y a toujours eu un peu des tissus qui ont été considérés comme des tissus un peu de seconde zone et qui étaient vraiment juste, comme tu dis, du mécanique. Et on sait pertinemment que c'est pas vrai. Moi, j'insiste toujours chez mes étudiants à leur dire, un os, finalement, ça reste un organe comme un autre. Vous le sollicitez, il se développe, il devient plus résistant. Vous le sollicitez pas, malheureusement, il va avoir tendance à devenir plus poreux et à être moins résistant. Et c'est ce que tu dis, c'est finalement le corps humain et la biologie, elle est très pragmatique. S'il y a une contrainte, le corps n'a pas d'autre choix que de s'adapter. À l'inverse, s'il n'y a pas de contrainte, il met son énergie ailleurs pour faire d'autres choses. Et c'est vrai que ça, c'est ultra important à remettre en perspective un peu dans ce modèle biologique, parce que c'est souvent une des erreurs qu'on pense, je pense. Et moi, le premier, tu vois, de se dire, oui, effectivement, tu vois, est-ce que, tu vois, on a tous cette image de se dire, ouais, quand tu cours, ça vient claquer, et est-ce que finalement, ça s'use pas de façon prématurée? Mais non, justement, au contraire. Comme tu vois, tu disais l'exemple de la guitare tout à l'heure. Tous les guitaristes savent pertinemment qu'au début, ça fait très très mal aux doigts, parce que de glisser sur des cordes en métal, ça fait excessivement mal. La peau détecte qu'il y a une friction qui est beaucoup plus importante, et la peau va se mettre à s'épaissir et on va développer de la corne. Et donc, en fait, c'est bien là l'idée qu'on n'use pas la peau, parce que si on usait la peau au bout d'un moment, on serait avec la chair à vif. À l'inverse, au contraire, on va avoir de la corne, et ça c'est vrai pour tous les instruments à cordes. Tu vois, et c'est donc ce modèle biologique qui fait qu'à partir du moment où tu demandes à ton organisme de s'adapter, il va s'adapter. Ce qu'il ne faut pas, c'est des fois mettre le curseur trop haut, parce qu'après on est dans la mésadaptation, et donc du coup on est dans la blessure. Et c'est là où, tu vois, je trouve ça vachement intéressant de dire, oui, effectivement, en fait, le but, c'est pas de courir 30 minutes. Moi, je sais pas pourquoi j'ai toujours cette image en tête de me dire, si je cours, faut que ce soit au moins 30 minutes, sinon ça sert à rien. Et en fait, tu viens nous dire que non, au contraire, toi, tu avais remis des personnes au sport en courant seulement 2 minutes. Ouais. Et donc, en fait, ça change complètement la donne. Et certaines personnes trouvaient ça dur. Hein. Ouais. Et puis, ça peut être, après, juste un peu de marche, en fonction des profils. Ça peut être des fois juste se remettre à marcher, faire de la marche active, après aller courir 2 minutes, et après aller augmenter un peu ses niveaux. Et dans ces 3 minutes, on fait alternance course-marche. Parce que derrière, on vient solliciter l'articulation, on calme. On vient solliciter l'articulation, on calme. Ok. Alors, je vais te poser une question un peu, on va dire, caricaturale, mais est-ce que finalement, c'est un manque de volonté chez les personnes en surpoids de vouloir perdre du poids? Alors, pas du tout. Il n'y a vraiment pas de manque de volonté, même si dans nos patients, plein pensent, ils disent « Mais Jérôme, je manque de volonté, j'y arrive pas, je suis pas assez fort mentalement, je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. » Mais ça, je vais tout de suite l'enlever. Non, quand tu souhaites perdre du poids et quand tu n'y arrives pas, ce n'est pas un manque de volonté.
En fait, il faut considérer la volonté comme une ressource périssable. C'est-à-dire que c'est un réserve d'énergie mentale que tu utilises à chaque fois que tu vas exercer un contrôle. Toi, quand tu vas avoir la tentation de manger un biscuit, tu vas utiliser ton contrôle. Toi, quand tu vas dire non à quelqu'un, à un collègue qui t'embête, ou tu dois rester calme et qu'il t'embête, il est pénible, etc., tu vas faire un effort de contrôle. Et tout ça, ça va puiser dans la même énergie mentale. Et au fur et à mesure de ta journée, cette énergie mentale va baisser en fonction de tes choix. Et puis, si tu n'arrives pas à la gérer, cette énergie, elle va être plutôt basse, et ce qui arrive très souvent dans ta journée, et là, en fait, tes choix alimentaires vont être plus émotionnels, moins pertinents. Parce que, encore une fois, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de gestion de la volonté. C'est quel effort tu vas mettre à quel endroit de ta journée qui va te permettre de bien gérer ça. Et encore une fois, ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a pas une volonté pour l'alimentation et une volonté pour dire non à un collègue ou pour rester calme face à une situation qui est compliquée. C'est exactement la même énergie, la même, on va dire, batterie mentale. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il faut arrêter de voir la volonté comme un bouclier pour se défendre des tentations qu'on va avoir. Il vaut mieux utiliser cette volonté, la plupart du temps, comme plutôt quelque chose qui va nous éviter en amont la tentation. Moi, j'aime bien cette métaphore-là. C'est l'histoire de Homère, l'Odyssée d'Homère. Ulysse doit traverser une zone avec ses marins où on sait qu'il y a des sirènes, des merveilleuses sirènes avec un chant extraordinaire. Et ce chant extraordinaire, il conduit tous les marins à leur perte. Il est tellement attirant qu'il conduit tous les marins à leur perte. Et c'est de se dire que Ulysse, il a deux choix. Il va se dire, en fait, les gars, vous êtes forts, mettez un peu de volonté, essayez de résister. Mais sauf qu'on sait que ça ne va pas fonctionner à ce moment-là. Et donc, la manière qu'il a trouvée pour, on va dire, passer cette épreuve qui est très difficile, en fait, c'est juste d'acheter des bouchons d'oreille. Et c'est de se dire, en mettant des bouchons d'oreille, il a utilisé sa volonté, il a utilisé plutôt son énergie à acheter ces bouchons d'oreille pour éviter en fait la tentation du chant des sirènes. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie qui est utilisée à acheter les bouchons de sirène, il est beaucoup moins qu'à résister à une tentation. Et si en fait notre environnement est constamment avec des sollicitations, avec des tentations, c'est très difficile de toujours dire non. Donc il faut vraiment nettoyer son environnement pour réussir à mieux gérer cette volonté. Deuxième chose, au niveau de la gestion de la volonté qui est très importante, c'est savoir se ressourcer, savoir faire cette petite marche entre midi et deux qui nous permet de rajouter un peu de bonne énergie positive et qui permet de peut-être mieux résister à certaines choses. Ça permet aussi de nous fixer des limites, cette gestion de la volonté. C'est des fois de dire non, je ne veux pas faire ça. Non, là, je sens que je n'ai pas beaucoup d'énergie, je ne veux pas faire ça. Parce qu'on va garder notre volonté à des moments où il y a des tentations, oui, mais cette fois, on a l'énergie pour dire non. Et qu'on n'arrive pas à la fin de la journée complètement vidé, où en fait nos choix alimentaires vont être très problématiques parce qu'on va chercher des solutions de facilité, on n'a plus aucune volonté pour résister à un aliment trop gras, trop sucré, trop salé. Et ça, on le fait très régulièrement dans la semaine. C'est important d'avoir comme tu dis, cette énergie et finalement mettre sa motivation et son énergie en fait, l'utiliser à bon escient. C'est vraiment cette idée. Par contre, un autre versant sur lequel il ne faut pas sombrer, c'est l'idée de la restriction cognitive permanente. C'est-à-dire qu'au contraire, il faut avoir des fois des moments où l'alimentation émotionnelle fait partie du jeu de notre vie de tous les jours. C'est pour ça que j'explique souvent à mes patients, en tout cas pour l'alimentation, je trouve ça vachement important, il y a l'équilibre parfait, puis il y a le plaisir. Si on arrive à associer les deux, c'est le top. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est se dire des fois, il n'y a pas beaucoup d'équilibre, c'est pas grave, on est dans le pur plaisir. Et c'est ok. Par contre, effectivement, si ce pur plaisir, il est là toute la journée, c'est un peu problématique. Donc en fait, c'est trouver un juste milieu entre les deux, je pense que c'est important. Et on avait évoqué un exemple, tu vois, on en avait discuté en off, toi tu m'avais parlé du fromage et du reblochon, donc tu avais une technique vis-à-vis de ça, c'était de se dire, tu mets ton énergie finalement dans l'idée que le reblochon, t'en achètes de temps en temps, parce que tu sais que quand le reblochon est là, tu te fais plaisir avec. Ah non, mais je le finis constamment. Le reblochon, c'est vraiment un aliment que moi, je n'arrive pas à résister. C'est Oscar Wilde qui disait tu peux résister à tout sauf à la tentation. Moi, le reblochon, c'est ma tentation. Okay. Et en fait,
encore une fois, je ne m'interdis rien. Et ça, c'est important. C'est important de le rappeler. Et toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids, il faut qu'il n'y ait pas d'interdit. Et souvent, je dis, il faut arrêter de dire « je dois », il faut commencer à dire « je choisis ». Et c'est mieux de dire « je choisis de prendre cette décision à dire que je ne veux pas manger ça là, maintenant ». Et je choisis de manger ça là, maintenant. À la place de dire « je dois faire ça, je ne dois pas faire ça ». Et donc, ce reblochon-là, je sais qu'il y a des moments où ça me fait plaisir de le consommer, je vais le consommer avec grand plaisir. Mais par contre, je sais que si je l'ai dans le frigo, je le dégomme, il disparaît en 2 jours et je n'ai pas une consommation raisonnable. J'ai une relation bizarre avec mon reblochon, addictive avec mon reblochon. Et donc, je sais très bien que la plupart du temps, je ne veux pas, dans mon environnement, avoir ce reblochon-là. Ça veut dire que je n'ai pas de tentation particulière, parce qu'il n'est pas là, il ne fait pas partie de ma vie. Mais à partir du moment où je veux, ça me fait plaisir de l'avoir, et bien là, je vais l'acheter. Mais c'est ça aussi la différence, c'est de savoir que si tous les jours j'ai un reblochon dans mon frigo et que je me dis je ne dois pas tenter, je ne dois pas en manger, ou enfin je choisis de ne pas en manger, je choisis de ne pas en manger, et que derrière je fais appel constamment à ma volonté pour essayer de ne pas le manger, ben je sais que ça ne va pas marcher, je vais craquer et surtout je vais me culpabiliser. Alors que derrière, quand je choisis d'en manger et que j'en achète, c'est complètement différent. Ouais. Ouais, la dynamique est quand même assez différente. Des fois, moi, c'est vrai que j'ai des patients qui sont attirés par exemple par le chocolat. Ça va bientôt être la période, donc ça tombe bien. Et des fois, ils me disent, malheureusement, la simple vue sur tu vois, la cuisine, d'avoir croisé cet œuf en chocolat, bah, instantanément, j'en ai envie. Bah, je leur dis, bah, du coup, mettez-le dans un placard. Comme ça, quand vous passez dans votre cuisine, vous ne le voyez pas. Ça paraît bête dit comme ça. Mais tu vois, cette tentation de dire, alors si tu sais qu'il est là, des fois pour d'autres personnes, ça va être crucial, de toute manière, ils vont y aller. Mais tu vois, le simple fait des fois de modifier un petit peu l'organisation aussi de ta cuisine peut faire que les tentations peuvent être plus ou moins grandes. Et il y a des moments où tu y réponds parce que tu en as besoin, puis il y a des moments où finalement, comme tu dis, tu fais le choix de ne pas le faire. Un truc, moi, en diététique, il y a 30 ans, on faisait et que je ne fais plus du tout, surtout plus maintenant, c'est ces fameuses vieilles listes aliments autorisés, aliments interdits. Moi, tu me fais ça, premier truc que je fais, c'est que je vais voir la liste des aliments interdits et je me dis, je veux tout ça. Et en fait, ça n'a pas de sens. On est tous des grands enfants, on a tous envie des interdits, en fait. Donc, en fait, on a droit à tout, mais comme tu disais tout à l'heure, la courbe en U, bah, trop peu, en fait, c'est pas bon, mais trop, c'est pas bon non plus. Ce qu'il faut, c'est trouver un juste milieu et quelque chose, on va dire, d'assez cohérent. Pour perdre du poids, il faut quand même un environnement qui soit nettoyé de tentations constantes. Parce que on est quand même dans un environnement qui est obésogène. Oui. Et du coup, les produits attirants sont partout dans notre quotidien. Et le risque, c'est que si on a à gauche un petit truc, à droite un petit truc, des biscuits qui traînent sur le bureau, en fait, on va utiliser constamment notre tentation à vouloir manger. Alors que si derrière, on fait le choix à un moment donné de manger quelque chose qui est plus gras, plus sucré, plus salé, et on le fait à un moment donné où on n'a pas forcément... on a cette tentation-là et on répond à cette tentation, mais c'est très bien. Mais par contre, derrière, l'environnement, il faut qu'il soit sain de base et que derrière, on choisisse vraiment les moments où on souhaite manger quelque chose de plus gras, plus sucré, plus salé. Et comme tu dis, c'est la dose qui fait le poison. Ouais. C'est que si dans l'environnement, on choisit à chaque fois de manger quelque chose de plus gras, plus sucré, plus salé, et bien forcément, il y aura des excès. Alors que si derrière, au niveau de l'environnement, il est plutôt sain, on n'a pas des choses qui sont, on va dire, tentantes constamment dans notre champ visuel, et bien forcément, on ne va pas être manipulé autant que si on l'a dans le champ visuel. Alors, est-ce que pour toi, finalement, l'objectif de départ, c'est quelque chose sur lequel il faut s'attarder, c'est quelque chose qu'il faut bien définir? Ça, vas-y, parle-nous-en, parce que je sais que c'est un truc qui est souvent un peu, on va dire, mal fait. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. L'objectif, quand on perd du poids, beaucoup pensent que c'est très important. Et moi, je dis, il n'y a aucune importance dans l'objectif de perdre de poids. Ce n'est pas parce que tu vas te dire que tu vas perdre 30 kilos que tu vas être meilleur que celui qui va dire que je veux perdre déjà mon premier kilo. Ça, pour moi, c'est une fausse croyance et je vais t'expliquer pourquoi. Mais déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne traite pas, quand on veut perdre du poids, un surpoids. Le surpoids, en fait, c'est la conséquence d'un comportement. On ne traite pas le surpoids, on traite le comportement qui a amené au surpoids. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette métaphore-là en disant que si toi, demain, tu me dis j'ai l'objectif de perdre 30 kilos, et si je traite le surpoids,
ben je vais te mettre à la soupe aux choux pendant 20 jours et tu vas réussir à perdre du poids. Par contre, quand tu vas reprendre ton alimentation, tu vas reprendre ton poids. Alors que si on traite le comportement, et ben derrière, déjà, c'est complètement différent parce que on ne vise pas l'objectif forcément de perdre de poids. En tout cas, ce n'est pas l'ambition de ton objectif qui va être important. C'est juste, qu'est-ce que tu vas faire pour changer de comportement? Et ton changement de comportement va t'amener ta perte de poids. Ce que j'aime bien dire à mes patients et à mes coachés qu'on suit, c'est de se dire qu'il faut voir la perte de poids comme une belle plante. Ouais. Et c'est de se dire que ce qui n'est pas visible, c'est le changement de comportement. C'est vraiment des racines. J'aime bien de voir les racines comme un changement de comportement. Vous avez des racines bien ancrées au sol, bien profondes, qui viennent bien loin, quelque chose qui amène de la stabilité. Ça, c'est le comportement. Et derrière, au fur et à mesure qu'on crée un bon comportement, eh ben on a une petite tige qui va sortir. On a une petite tige et des belles fleurs qui vont commencer à sortir. Et la tige et les fleurs, ça va être les résultats. Et c'est de se dire que le changement de comportement a amené cette belle tige. Mais si on se concentre que sur les résultats, eh ben, on peut avoir une très belle tige et une belle fleur avec aucune racine ou très peu de racines. Et ça, au moindre coup de vent, au moindre souci, eh ben, ça tombe et on perd tout. Donc, il faut toujours se baser sur le fait d'avoir des racines beaucoup plus profondes, avec un vrai changement de comportement qui est intégré et qui est durable. C'est encore cette notion de durabilité. C'est que quand on a des belles racines, la plante, elle va être durable, elle va être là longtemps, et la tige, c'est vraiment quelque chose qui va se voir après. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui ne se voit pas, c'est le changement de comportement. Et le résultat de ce changement de comportement, ça va être cette belle tige et cette belle fleur qui va pousser. Ouais, c'est vraiment, je pense que c'est important de dire que on peut même se dire finalement, moi des fois c'est ce que j'envisage avec des patients, on vise une meilleure santé et le poids finalement sera un effet secondaire. Tu vois, c'est des fois de se dire, à force de se focaliser sur le poids, bah finalement c'est pas non plus le nerf de la guerre. Ce qui est important, c'est des modifications de notre hygiène de vie au sens large. Moi, c'est l'alimentation parce que c'est ce que je travaille. Mais c'est que ces modifications, elles doivent être sur du long terme. Ça doit jamais être synonyme de culpabilité, de frustration. Ça doit être associé à du plaisir. Et en faisant ça, finalement, bah, en fait, le poids a tendance à baisser. Et même des fois, ce qui peut être des fois très perturbant pour des patients, c'est que le fait d'avoir modifié son alimentation, plus avoir mis un peu plus d'activité physique, ils se retrouvent à avoir zéro perte de poids, sauf qu'ils te décrivent qu'ils ont l'impression d'être moins gonflés. Ils se rendent compte qu'ils ont perdu une ou deux tailles de pantalon, qu'ils se sentent mieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont perdu de la masse grasse au profit de la masse maigre, donc ils ont perdu du gras pour prendre du muscle, et qu'en fait, ils se rendent compte que le chiffre sur la balance, c'était pas quelque chose de si crucial. Ce qui les intéressait, c'est d'améliorer leur santé, d'améliorer leur qualité de vie, et des fois, en fait, ça leur permet de prendre conscience que, en fait, c'était pas la perte de poids qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'est se sentir mieux dans leur corps, et que ça peut passer aussi par une non-perte de poids, et c'est ok. Parce que dans tous les cas, là, ils se rendent bien compte qu'ils ont amélioré leur santé de façon drastique. Tu as les prises de sang qui s'améliorent, tu as plein de choses qui s'améliorent. Donc c'est vrai que, tu vois, la perte de poids en tant que telle, des fois, n'est pas forcément même un bon indicateur, tu vois, de motivation. Je pense que la perte de poids, dans leur idée, c'est plutôt de dire, bon, au niveau de la glace, quand je me regarde, bah c'est vrai que j'ai du mal à me voir, j'ai des soucis à m'aimer correctement, à aimer mon corps. J'ai trop de masse grasse qui me dérange et c'est pas forcément l'objectif de perdre de poids qui va être important, c'est l'objectif de perdre de la masse grasse et perdre plutôt ce côté-là de gagner en muscle et de perdre en masse grasse où on se sent un petit peu mieux, où on apprécie un peu plus son corps. Et je te rejoins complètement sur ce que tu dis. À force de vouloir trop cibler la perte de poids, des fois, bah, c'est un mauvais indicateur. En fait, ce qu'on devrait parler, c'est une perte de masse grasse qui peut passer par la non-perte de poids. Des fois, c'est ça qui est quand même fou. Alors, autre petit point pour toi, est-ce que tu considères que se peser tous les jours, c'est important ou pas? Alors, ça, c'est assez compliqué. Je vais essayer d'apporter de la nuance tout en donnant un petit peu mon avis. Je considère qu'une personne qui est anxieuse, qui a une relation conflictuelle avec son poids, qui a vraiment des difficultés, qui me dit « Jérôme, j'ai du mal à me peser, vraiment, ça me prend les tripes et à chaque fois que je me pèse, j'ai des gouttes de sueur, etc. » C'est quelque chose que je considère que c'est vraiment non pertinent de demander à cette personne-là de se peser tous les jours. Par contre, moi, ce que j'aime bien avec la pesée régulière, en tout cas tous les jours pour certaines personnes et certains patients, c'est qu'en fait, premièrement, ça va lisser les résultats. C'est-à-dire que ce que je veux,
c'est qu'il me fasse 7 pesées et qu'il me fasse la moyenne de ces 7 pesées. Et en fait, ce que je veux, c'est qu'il ne se concentre pas sur leur pesée, qu'il l'écrit sur un calepin, mais que la moyenne, qu'il fasse la moyenne de ces 7 pesées. Ce qui permet d'avoir une seule valeur par semaine. Et cette valeur-là, c'est ce qui, entre guillemets, importe. Parce que derrière, c'est là où on va voir qu'il n'y a pas les fluctuations au niveau du poids qui permet aussi de ne pas avoir les hauts et les bas au niveau émotionnel et de voir un vrai suivi plus important. Deuxième chose, ça vient dédramatiser le fait de se peser. Parce que, encore une fois, certains peuvent être anxieux à se peser et que si on les fait peser une fois par semaine ou une fois par mois, ils vont se dire, bon ben, je redoute parce que si à ce moment-là, mon corps il est pas bien, si à ce moment-là, je sais pas, j'ai mes règles ou si à ce moment, il y a 2 jours, j'ai pas bien mangé, eh ben, je peux avoir un mauvais résultat et ça va me faire très mal. Alors que là, se peser tous les jours, ça désacralise un petit peu cet acte-là. Par contre, encore une fois, ce qui me pose plus de problèmes, c'est de se dire que c'est une mesure. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir au minimum 2 mesures. Parce que derrière, si on n'a que cette mesure de poids, comme on a dit, on va que mesurer la perte de poids en général. Est-ce que c'est de la perte de masse grasse? Est-ce que c'est de la perte de masse musculaire? On n'en sait rien. Donc c'est pour ça que je considère que avoir une mesure de tour de taille, en complément, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça va permettre de cibler plutôt la masse graisseuse abdominale et notamment la masse graisseuse viscérale. Et c'est la masse graisseuse viscérale qui pose le plus de problèmes. C'est celle qui a le plus de conséquences au niveau du corps. On sait que la masse graisseuse au niveau viscéral, c'est celle qui va provoquer de l'hypertension artérielle. C'est celle qui va provoquer le diabète, le cholestérol, etc. Et donc, on sait très bien que ce marqueur-là est très important. Si, de tête, si je te cite certains chiffres, ça doit être 80 cm pour la femme et 94 cm pour l'homme. À partir de cette mesure-là, on commence à avoir, au niveau du tour de taille, un risque d'excès de graisse viscérale. Attention, ça veut dire que ce n'est pas parce que votre mesure est à 80 cm que vous avez forcément de la graisse viscérale. C'est une moyenne, et surtout chez les femmes, je trouve que 80, c'est plutôt en plus une mesure qui est faible, mais c'est de se dire qu'il faut faire attention et commencer à réfléchir et commencer à voir par rapport à ces moyennes, là où on se situe dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il y a une autre moyenne qui est importante, c'est 102 cm pour les hommes et 88 pour les femmes, où là, eh ben, on est plus à risque d'avoir des syndromes métaboliques. Ce qu'on avait parlé, l'hypertension, le diabète. L'hypertension, c'est quoi? C'est une rigidification progressive de la paroi des artères. Et sauf que cette rigidification progressive va entraîner plein de maladies cardiovasculaires qui sont un peu plus importantes. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces mesures en tête, malgré tout, parce que c'est des marqueurs santé. Alors que le poids sur la balance, ce n'est pas forcément un marqueur santé, ou en tout cas quand il est corrélé, moi je veux toujours qu'il soit corrélé à une autre mesure pour qu'il y ait cette notion de fiabilité. Tu vois, on n'a pas du tout la même pratique dans l'idée de la peser. Moi, au contraire, je vais dire à mes patients, souvent j'ai malheureusement des patients qui ont cette tendance à se peser tous les jours. Et c'est comme tu disais, c'est des personnes qui donnent, à mon sens, qui donnent beaucoup trop d'importance au poids. Et en fait, ce que je leur explique, c'est que malheureusement, ils régulent leur prise alimentaire en fonction du poids qu'ils voient le matin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils voient un poids qui est bénéfique, du moins qui a baissé, donc pour eux, un poids qui va dans le bon sens, ils sont très contents, donc ils ont tendance finalement à modifier un peu leur comportement alimentaire, plutôt à la hausse. Puis à l'inverse, quand ils voient que le poids a augmenté, ils ont tendance plutôt à jeûner le jour d'après. Et je leur dis, en fait, vous vous rendez bien compte que votre boussole, c'est votre poids, alors qu'en fait, votre boussole, ça devrait être ce que vous ressentez. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Et en fait, je leur dis, c'est comme si finalement vous tourniez en rond, parce que vous avez une boussole qui vous indique jamais le nord. C'est une boussole qui est complètement déconnectée de la réalité. Donc, dans ces profils-là, je leur dis surtout pas de peser, tu vois. Après, à l'inverse, il y en a qui vont se peser, qui ont besoin, qui me disent au contraire, moi ça me permet d'avoir, comme tu dis, une espèce de tendance, et qui ont conscience que la tendance, c'est pas quelque chose qui oscille vite. Et tu vois, dans l'objectif de départ, un truc aussi qu'il faut rappeler, je pense, c'est les objectifs beaucoup trop optimistes. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai des patients qui viennent me voir, qui me disent, j'ai eu le cas d'une patiente à cette semaine, qui vient me voir, qui me dit, voilà, je veux perdre du poids. Je dis, dans l'idéal, ce serait quelle perte de poids pour vous? Elle me dit, ah bah moi, faut au moins perdre 2 ou 3 kilos tous les 15 jours. Je lui ai fait un petit calcul bête et méchant, je lui ai dit voilà ce que ça représente en termes de calories, 2 à 3 kilos de gras. Tu vois, tu peux partir du postulat que 1 gramme de gras c'est 9 kilocalories. C'est pas exactement ça, mais c'est juste pour avoir tu vois, le côté théorique. Je lui dis techniquement, si vous voulez perdre 3 kilos de masse grasse, en fait, il faut faire un déficit de 2000 kilocalories, donc en gros, il ne faut plus manger. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit ah non, c'est pas possible. Je dis donc vous voyez que votre objectif est beaucoup trop optimiste. Auquel cas,
Ce qu'il faut, c'est avoir un objectif qui est beaucoup plus petit. Et comme ça, finalement, tu es content quand tu l'as atteint. Tu vois, c'est ça aussi, je pense qu'il faut insister, c'est de se dire, mettre vraiment l'idée de, tu vois, finalement, de dire, je vais gravir un mur de 4 mètres, ça n'a pas de sens. Maintenant, je te dis, tu montes marche par marche, en haut des 4 mètres, tu vas y arriver. Et l'avantage, bah, c'est que ça ne te fait pas peur de monter une marche par une marche. Donc, c'est des petits mini-objectifs qui sont beaucoup plus pertinents, parce qu'une fois que tu l'as atteint, en fait, tu reprends aussi confiance en toi dans l'idée de ta capacité à agir. Je suis complètement d'accord. Parce que, encore une fois, il y a plein de ces patients-là, ils viennent nous voir, ils veulent perdre du poids et ils n'ont pas confiance en eux. Et ils ont des objectifs et des attentes qui sont monstrueux. Je me sens pas bien, je n'ai pas confiance en moi, mais par contre, je veux perdre et j'attends de moi de perdre 30 kilos. Et le souci, c'est que avoir un objectif comme ça, enfin en tout cas avoir des attentes comme ça, c'est comme si tu t'engouffrais dans un tunnel et tu ne voyais pas la lumière au bout du tunnel. Et que ce tunnel-là, il va être très très long. Et derrière, tu vas tenir en n'ayant pas confiance en toi. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il vaut mieux avoir des attentes segmentées et surtout de toujours voir la lumière du tunnel et de fêter vos victoires. Donc c'est-à-dire que si je veux perdre 30 kilos, c'est très bien, mais si je me dis je vais perdre le premier kilo et je vais être content quand je vais perdre mon premier kilo. Et que à chaque fois, je vais m'engouffrer dans des petits tunnels où je vais toujours voir la lumière au bout du tunnel. Et quand je traverse, putain, je suis sorti du tunnel, je suis content, je suis bien. J'ai réussi à sortir de ce tunnel et je le fête. Je dis yes, ça c'est bien. Je suis dans une bonne dynamique, c'est bien, j'ai des marqueurs qui sont positifs. Et ensuite, je me réengouffre dans le deuxième tunnel et j'ai perdu 2 kilos et je suis très fier. Et à chaque fois, de fêter ces petites victoires, eh ben, notre confiance en nous va augmenter et on va arriver à faire plus et on va arriver à se sentir mieux. Et c'est beaucoup plus dans cette démarche-là qu'il faut aller que dans la démarche d'avoir des attentes et de se dire tant que je n'ai pas atteint ce poids-là, je ne vais pas être content de moi. Parce que ça, c'est très dur mentalement et surtout quand on n'a pas confiance en soi. Et puis surtout, c'est souvent synonyme d'échec. Parce que moi, j'ai déjà des patients qui ont fait des pertes de poids de 15-20 kilos et qui finalement, si l'objectif était à 30, bah, ils sont déçus d'eux. Alors que je leur dis, mais vous vous rendez pas compte du chemin que vous avez fait. Alors par contre, on est d'accord que perdre ce poids, ça se fait pas en 3 mois. C'est un truc qu'il faut rappeler, un truc qu'on a trop à la télé, c'est ces fameuses pubs un peu, je dirais, très moyennes pour rester poli, parce que j'en pense pas moins, qui vous disent, voilà, on peut perdre 10 kilos en 2-3 mois, ce n'est pas physiologiquement possible. Ou en tout cas, c'est possible, mais au détriment de ta masse musculaire, et auquel cas, en fait, tu es dénutri, et donc en fait, tu perds tout sauf du gras, et donc c'est complètement contre-productif. Une perte de poids saine, c'est-à-dire une perte de graisse, c'est ce qu'on veut, hein, c'est forcément une perte de poids qui est très progressive. Moi, des fois, pour faire prendre conscience à mes patients, je leur dis, bah, vous avez mis combien de temps à prendre le poids? Parce que là, vous me parlez de peut-être 10 ans. Bah, techniquement, il faudrait envisager à peu près le même temps pour le perdre. Et là, tout de suite, ça te permet de relativiser un peu l'idée de ne pas vouloir tout de suite. Mais ça, c'est un peu un problème de société, je pense que... Tu sais que ça me fait penser à un article, c'est Turici qui, lui, a globalement dit, je vais dire la conclusion, c'est que plus on perd du muscle lorsqu'on perd du poids, plus on a de risque de faire l'effet yo-yo. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut se dire comment faire pour lutter contre cette perte de masse musculaire qui est malheureusement systématique quand on veut perdre du poids. Et donc, malgré tout, c'est de se dire, ben, peut-être que le sport, peut-être que être plus progressif, être plus intelligent, se faire accompagner, être plus intelligent dans la stratégie auquel on va arriver pour perdre du poids, ben, en fait, c'est des questions essentielles. Parce que derrière, si tu prends une solution facile, c'est simple. Toutes les solutions faciles, miraculeuses, elles sont attirantes. C'est ça qui est intéressant. Parce que derrière, quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu as peur de ne pas arriver à perdre du poids, ben, vaut mieux avoir quelque chose où tu t'impliques un petit peu moins. Ou avoir quelque chose qui soit plus rapide, plus rassurant. Parce que c'est plus rassurant. Mais le souci, c'est que tu sais très bien que tu vas perdre beaucoup plus de masse musculaire. Et ensuite, tu vas faire l'effet yo-yo et tu risques de reprendre du poids, voire plus. Et encore une fois, là, il n'y a pas que le poids qui va être repris. Il y a aussi un gros choc mental à chaque fois de ressentir encore un échec, encore ressentir un échec. Et ensuite, on est dans ce cercle vicieux à se dire je suis incapable de faire ça. Alors que pas du tout, et ça c'est un message qui est très important et que je souhaite faire passer, c'est que avec les bons efforts, en se posant les bonnes questions, on change son comportement. Déjà, c'est 3-4 comportements en une semaine. En un mois, on peut avoir des effets au niveau de son corps, on peut se sentir mieux, on peut avoir vraiment des effets. À un mois et demi, on peut vraiment
sentir que le regard des autres vont vous faire des commentaires. Ah ouais, mais je trouve que tu es un petit peu mieux, je te sens plus en forme, ton pantalon il serre moins, etc. Et à 1 an, on peut avoir une transformation vraiment du tout au tout. C'est de se dire qu'en 1 an, votre vie peut être changée, vous pouvez changer de situation. Par contre, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans, c'est dans 1 an, dans 1 an, mais par contre, en se posant les bonnes questions et en faisant les bonnes actions. Alors là, je fais une toute petite parenthèse dans l'idée là, de ce qu'on discute. Hein. C'est vraiment, on va dire, l'idée du surpoids qu'on peut avoir ou des formes d'obésité, on va dire, communes, c'est-à-dire finalement qui sont plutôt liées à nos comportements. Il faut quand même garder à l'esprit aussi que l'obésité est une maladie, on parle souvent d'obésité maladie maintenant, et auquel cas là, il y a des personnes qui malheureusement, génétiquement, ont des problématiques, ça peut être hormonal, ça peut être de plein d'autres causes diverses et variées, et que là, malheureusement, les comportements vont souvent être insuffisants à amener la perte de poids durable, et c'est pour ça qu'il faut toujours se faire accompagner pour finalement phénotyper correctement le type d'obésité auquel on fait face, pour pouvoir avoir les bons professionnels de santé qui vont venir dans l'équation. Alors, selon toi, est-ce qu'on peut cibler une perte de masse grasse? Ça, c'est un grand truc. Sur les réseaux, on en voit plein qui nous disent « Si tu veux perdre du gras au ventre, fais ça. Si tu veux perdre du gras aux fesses, fais ça. » Quel est ton avis là-dessus? Alors, tu as un chercheur brésilien qui a répondu à cette question. Il a sorti une méta-analyse. Donc, une méta-analyse, c'est quoi? C'est un regroupement de plusieurs articles scientifiques. Donc, c'est des preuves qui sont assez solides. Et c'est simple. Sa conclusion est simple, c'est la perte de poids, elle n'est pas anticipable et pas influençable. Et c'est de se dire que pour perdre du gras à un endroit précis, il faut perdre du gras de partout. Si tu veux perdre au niveau du biceps, si tu veux perdre au niveau de la gorge, ben, en fait, il faut que ce soit une perte de poids et une perte de gras homogène. Et ça, il insiste bien, ça ne sert absolument à rien de faire des exercices spécifiques ou d'avoir un comportement différent qui va permettre de perdre du poids. Moi, j'ai l'exemple parfait, j'ai plein de patients qui arrivent à mon cabinet et qui me disent Jérôme, je fais des abdos parce que j'ai envie de perdre au niveau de la masse graisseuse au niveau du ventre. Et je lui dis, mais en fait, ça ne va pas fonctionner. C'est très simple, ça ne va pas fonctionner parce que c'est pas parce que tu vas sentir la contraction à l'endroit où tu veux perdre du gras que tu vas réussir à perdre du gras. C'est de se dire que tant qu'il te reste une pellicule de graisse au niveau du ventre, en fait, tes muscles ils sont juste en dessous. Et donc oui, tu auras des beaux abdos, par contre, ils seront toujours cachés par cette pellicule de graisse ou par cette graisse abdominale que l'on va avoir. Et donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que pour perdre du gras, il faut perdre du gras de partout. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, bah oui, il y a votre zone qui vous dérange un peu plus, qui va aussi diminuer en termes de quantité de gras, mais on ne peut pas prédire ça. Ouais, mais c'est un truc important à rappeler parce que je pense que dans l'imaginaire, on a cette idée que tu vois, tu contractes tes abdos, donc c'est comme si finalement ta cellule musculaire abdominale venait prendre le gras dessus et le manger, tu vois. C'est un peu cette idée de se dire, bah, si je contracte à un endroit, je consomme l'énergie qui est à cet endroit. Alors qu'en fait, on est bien d'accord, pas du tout. Et ça, soyez méfiants hein, sur les réseaux, il y a beaucoup malheureusement de vidéos qui vous font croire malheureusement que vous pouvez cibler une perte de poids bien spécifique. Et moi, j'ai une fois une patiente qui est venue me voir, elle me dit, moi je voudrais perdre au niveau de la gorge. Je lui ai dit, bah, je suis désolé, je ne sais pas faire. Je dis, au mieux, on peut essayer d'envisager d'améliorer votre alimentation pour espérer une perte de poids, donc peut-être que vous perdrez au niveau de la gorge. Elle me dit, bah non, parce que j'ai lu sur Insta qu'il fallait que je fasse des exercices. Vous connaissez pas des exercices pour brûler le gras de la gorge? J'étais un peu gêné parce que malheureusement, c'est une fausse croyance qui est monumentale. Tu lui as pas conseillé du gainage de cou 4 fois par jour? Non, je n'ai pas conseillé ça. Bah, mais tu vois, c'est important des fois de remettre un peu de science dans quand même ce genre de choses parce que bah voilà, je pense que la perte de poids sur les réseaux, il y a des vidéos en long, en large, en travers et en fait, bah, il y a vraiment tout et n'importe quoi. C'est compliqué. Ouais. Alors finalement, quel conseil pour toi est un peu sous-estimé ou quelle habitude de vie est sous-estimée pour aider à la perte de poids? Alors, moi, je vais te répondre le sommeil. Parce que on a parlé au début du bouger plus et manger moins. Donc ça, c'est la théorie pratique, la théorie labo. Mais dans l'ensemble, il y a l'environnement qui va jouer énormément. Et le sommeil fait partie de l'environnement qui va jouer. Quand on souhaite perdre du poids, eh bien, si on dort moins bien, on va avoir une perturbation au niveau d'hormones, notamment la gréline, qui va modifier nos choix alimentaires. Et nos choix alimentaires vont forcément être plus impulsifs, plus émotionnels et moins pertinents.
Et c'est de se dire que le sommeil a un rôle quand on souhaite perdre du poids. J'ai une étude que j'adore. C'est une petite étude, ils ont 10 personnes, ils les ont séparées en 2 groupes. Sur ces 2 groupes, ils ont fait une restriction alimentaire. C'est-à-dire qu'ils ont dit, les gars, vous mangez tant, on vous diminue votre quantité pour que vous puissiez perdre du poids. Logiquement, pareil, en laboratoire, là, les 2 groupes doivent perdre du poids. Le premier groupe dormait 8h30 par nuit et le deuxième groupe dormait 5h30 par nuit. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'à la fin de 2 semaines, ils avaient perdu la même quantité de poids. Par contre, le groupe qui avait une restriction de sommeil plus importante avait perdu beaucoup plus de muscles et beaucoup moins de gras. Et c'est de se dire que dans une même perte de poids, l'efficacité avec juste le marqueur sommeil était complètement différent. Et encore une fois, le but, c'est pas de perdre du poids, c'est de perdre du gras. Et du coup, ça va un petit peu contrebalancer cette idée que on peut ne pas dormir, on peut essayer de se concentrer à faire que bouger plus et manger moins, mais des fois, ça montre que c'est pas forcément le plus efficace. Attention, moi par contre, je vois beaucoup de personnes qui ont des problèmes de sommeil et il ne faut pas les culpabiliser sur ça. Moi-même, je suis quelqu'un qui a vraiment des problèmes aussi de temps en temps à dormir. Mais c'est de se dire que quand on a un souci, il faut essayer d'être proactif pour essayer de se sortir de ce souci. C'est juste ça que je veux faire passer comme message. On a un problème de sommeil, eh bien on ne va pas se dire « je suis un mauvais dormeur, c'est comme ça et je continue ma vie quotidienne ». Non, on essaie de se calmer, on essaie de prendre certaines parties de sa vie, on essaie de comprendre, est-ce que j'arrive bien à gérer mes émotions? Est-ce que je ne suis pas en surcharge à chaque fois? Est-ce que mon cerveau ne s'arrête pas? Si moi, mon cerveau ne s'arrête pas de penser, je ne fais pas de vraie pause, entre guillemets, et le vrai pause, ce n'est pas scroller sur les réseaux. Vraie pause, c'est apprécier un petit café, c'est aller se balader, c'est voir la nature, voir une plante, c'est juste se déconnecter. C'est aussi avoir la possibilité de se coucher un petit peu à des heures fixes et à se lever à des heures fixes. C'est aussi le fait de ne pas louper son train du sommeil. Quand on sent qu'on est fatigué, on pose son livre et on y va. C'est le fait d'avoir des routines. C'est le fait de peut-être pas prendre de café à 14h. Mais c'est plein de petits tests et c'est de se dire de qualité ou quantité de sommeil, on essaye d'améliorer. Quand on a un problème, on essaye d'améliorer, on essaie d'être proactif. Et si ça ne fonctionne pas, on se fait aider par un professionnel de santé. Ouais. Alors, je te rejoins tout à fait, hein, pour en remettre une couche un peu avec les études. Il y a quand même pas mal de méta-analyses maintenant qui s'amusent justement, qui étudient le fait que est-ce que restreindre le sommeil finalement c'est modifier le comportement alimentaire. Et en fait, toutes les études s'accordent à dire que quand tu restreins le sommeil, spontanément les personnes augmentent leur rapport calorique, commence à développer une légère résistance à l'insuline, mais par contre ne dépense pas plus. Tu vois, on a tout cet adage de se dire, bah ouais, mais quand je dors pas, du coup, je me dépense plus. Et en fait, les chercheurs ont mesuré, non, on se dépense pas plus. Par contre, on consomme plus de calories, comme si, tu vois, tu essayais de pallier à la fatigue par un petit burst de calories, qui finalement n'aide pas du tout à la perte de poids. Et après, il faut quand même aussi garder en tête, hein, que être fatigué, en fait, il y a la fatigue qu'on s'impose parce qu'on dort pas assez. Puis après, il y a malheureusement aussi la fatigue pathologique qui est liée à une pathologie du sommeil. Auquel cas, il faut vraiment aller voir un professionnel de santé pour savoir. Et il ne faut pas hésiter à se reposer sur son conjoint pour savoir si finalement dans la nuit, il y a des trucs bizarres. Si on ronfle beaucoup et qu'on est très fatigué la journée, c'est une indication à aller consulter potentiellement. Si notre conjoint ou notre conjointe nous dit « Ah, c'est bizarre dans la nuit, j'ai l'impression que tu arrêtes de respirer ». Ça, c'était mon cas, par exemple, hein, je témoigne parce que justement, je pense que c'est important. Je fais ce qu'on appelle de l'apnée positionnelle. Autrement dit, je dors sur le ventre, sur le côté, je respire. Je me mets sur le dos, j'arrête de respirer. Donc je suis allé faire, en fait, j'ai vu que j'étais très fatigué tout le temps, je suis allé faire un examen et effectivement, alors on est bardé de capteurs, je mettrai une photo dans le montage pour vous montrer. Et en fait, on passe toute une nuit en milieu hospitalier, ils enregistrent toutes nos phases de sommeil. Puis le médecin m'a dit, écoutez, vous, c'est pas très grave, c'est ce qu'on appelle une apnée du sommeil positionnel. Autrement dit, dès que vous êtes sur l'eau, malheureusement, vous arrêtez de respirer. Donc j'ai un truc, hein, qu'on peut fabriquer soi-même, c'est une espèce de petit ruban avec 2 balles de tennis qu'on se met dans le dos. Puis comme ça, on dort avec. Et puis dès que je me mets sur le dos, ça me gêne. Donc du coup, je me remets sur le côté ou sur le ventre. Et du coup, je re-respire parce que ma femme me disait tu fais des bruits bizarres la nuit, j'ai l'impression que tu t'arrêtes de respirer. Et effectivement, je m'arrêtais de respirer en moyenne entre 30 secondes et 1 minute. Pas mal de fois pendant la nuit dès que je me mettais sur le dos. Et les personnes en surpoids et en obésité, ils ont un dépôt graisseux un peu plus important au niveau de la gorge qui aussi peut entraîner ces apnées du sommeil. Et les apnées du sommeil, c'est quelque chose à traiter de manière assez rapide parce que ces petits réveils, forcément, ça va faire énormément de stress au niveau du cœur. Et donc,
amener du stress quotidien au niveau du cœur, c'est vraiment ce qu'on ne souhaite pas. Et donc, si on commence à avoir des prémices, moi j'aime bien dire, à partir du moment où tu te réveilles le matin et que tu es crevé, C'est pas normal. c'est pas normal. On est d'accord. Ouais. C'est pas normal. Et là, il y a un petit test que je mettrai la petite figure, mais il y a 4-5 petites questions qui permettent de détecter comme ça le sommeil. C'est finalement, est-ce qu'on pense qu'on va s'endormir en étant assis, en discutant avec quelqu'un? Il y a plein de petits tests comme ça, et en fait, en fonction du score que vous obtenez, je vous mettrai les ressources, on peut avoir, c'est une indication ou pas, aller consulter un professionnel du sommeil. Est-ce que finalement, ça va clôturer un peu quand même notre débat, est-ce que finalement le sport est obligatoire dans l'idée d'une perte de poids pour toi? Alors, le sport n'est pas du tout obligatoire pour perdre du poids. Par contre, moi, je dis qu'il est fortement recommandé. Ouais. Pourquoi? On a vu l'étude de Turici qui disait que plus tu perds de la masse musculaire lors d'une perte de poids, plus tu as de chances de faire le yo-yo. Mais tu as une deuxième étude que j'adore. C'est une étude Umbrella de Jean-Michel Aupert. C'est un chercheur français. Qu'est-ce que c'est qu'une étude Umbrella? En fait, c'est si le petit truc que vous avez sur le cocktail, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, le petit parasol que vous avez sur le cocktail, ouais. C'est une étude. Une étude Umbrella, c'est le gros parapluie qui vient en fait faire un résumé globalement de tout ce que la science dit sur un sujet. Et ce qu'il a remarqué, c'est que les personnes qui suivaient une restriction alimentaire seules et les personnes qui suivaient une restriction alimentaire plus du sport perdaient plus de poids s'ils faisaient la combinaison du restriction alimentaire plus sport. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que avec le sport, on a une recomposition corporelle. C'est-à-dire qu'on a plus de chances de prendre de la matière grasse et de la transformer un petit peu en muscle. Et c'est ça qu'on recherche. On recherche une recomposition corporelle. Ce qui est visuellement intéressant dans la glace, c'est de voir qu'on a des formes toniques, on a des formes puissantes. Et qu'est-ce qui crée ces formes toniques et puissantes? C'est du muscle. Et c'est pour ça que si je ne dis pas en tant que kiné que le muscle, c'est quelque chose de très joli, j'irais... c'est ça, c'est que ça n'irait pas. Mais en tout cas, c'est ça le but, c'est d'avoir des muscles qui permet en fait de lutter et qui permet de contrebalancer aussi cette perte de poids. Il faut absolument lutter sur ça. Donc, perdre du poids sans faire de sport, moi, personnellement, je considère que c'est comme si tu conduisais une voiture avec ton frein à main qui est à moitié serré. Ça peut se faire, mais c'est pas optimal. Ouais, c'est pas très smart, quoi, on va dire. Mais après, voilà, faut trouver aussi, comme on en a discuté, quelque chose qui finalement a fait du sens pour nous et qu'on envisage toujours pareil sur du long terme. Toutes les bonnes résolutions qu'on a en janvier, là, quand on se dit « je vais me mettre au sport », on essaye d'aller courir 2 fois 1 heure, on se rend compte que c'est une souffrance totale et qu'on déteste, et finalement, on arrête tout de suite. Donc c'est quand même ça qui est important. Les choses les plus significatives de la vie se construisent par l'exécution constante de bases très ennuyeuses. C'est des petites choses, mais par contre, au fur et à mesure, ça fait des effets qui sont extraordinaires. Et c'est de se dire que je trouve cette phrase très rassurante parce que on va à l'encontre de faire énormément, on vient juste dire qu'est-ce que je peux changer, les 3-4 comportements que je peux changer dans mon quotidien qui vont faire des résultats extraordinaires. Marcher plus. Ok, si je marche un peu plus là et là, ça va faire des résultats extraordinaires. Comment je peux faire mon sport? Et comment je peux être régulier dans mon sport? Ça va faire des résultats extraordinaires. Comment je peux rajouter un légume en entrée? Ça va faire des résultats extraordinaires. Les choses les plus significatives se construisent par l'exécution constante de bases terriblement ennuyeuses. Ça fait un beau mot de la fin. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas spécialement, mais c'est de se dire, si je peux dire que pour perdre du poids, il faut 2 éléments. Et si on n'a pas ces 2 éléments-là, on sait qu'on n'y arrivera pas. Il faut des efforts et une bonne stratégie. Si toi, Kevin, demain, tu me dis je veux traverser l'océan Atlantique à la nage, je te dis beau projet, mais par contre, tu ne vas pas y arriver. Même si tu mets tous tes efforts, l'effort ne fait pas tout. L'effort que tu vas mettre et que tu vas allouer à ton projet, je sais déjà que ça va être un échec. Je risque de me noyer, on est d'accord. Il y a une forte probabilité. Et donc, c'est de se dire qu'il faut mettre autant d'intelligence dans le choix de la stratégie pour perdre du poids. Et c'est-à-dire que si vous allouez pas vos efforts au bon endroit, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est de se dire, on a une pyramide
une pyramide de décision où là où on alloue notre effort au bon endroit, eh ben on aura le plus gros retour sur investissement. Et c'est pour ça que les choix faciles, les choix miraculeux, ça ne fonctionne pas parce qu'au niveau de la décision, ben, ils ne sont pas très bien situés. Et l'effort que vous allez mettre sur ces choix rapides et faciles, ben, la plupart du temps, ça va vous induire en erreur et vous allez partir à nager dans un océan Atlantique qui vous conduit forcément à un échec. Ok. Eh ben merci beaucoup et puis à bientôt. Ben, avec grand plaisir.